France Maghreb 2. Habitants de la planète Terre, bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre rendez-vous au quotidien de 16h à 18h. C'est votre grand forum LGF qui démarre jusqu'à 18h. Ravi de vous retrouver une nouvelle fois. On est ensemble pour 2 heures de décryptage de l'actualité où l'on parle et on évoque tous les sujets dans cette émission. Avec vous bien sûr, puisque vous avez la possibilité d'y participer en nous appelant au standard 01 40 33 9000. C'est les numéros de téléphone, voilà, quelques 10 chiffres qui vous permettent d'être reliés à la radio et au monde, à la planète, à travers France Maghreb 2 et toutes ces fréquences et toutes les possibilités que vous avez pour l'écouter. Je vous invite d'ailleurs de ce pas à télécharger, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, l'application France Maghreb 2, ainsi vous resterez connecté à la radio partout où vous vous trouvez. C'est ça l'important et l'essentiel. Merci d'être avec nous une nouvelle fois avec tout à l'heure Tarek Mami qui viendra nous rendre une petite visite. Ça tombe bien puisqu'on parlera de la Tunisie avec lui. On aura aussi Sofiane Lakhdari d'ici quelques minutes pour faire le point un petit peu sur toute la région. Vous savez que c'est une région que l'on suit de très près, la région du Moyen-Orient, avec la Syrie et notamment l'avancée spectaculaire de l'armée de Bachar el-Assad en Syrie. On parlera aussi du Yémen, un pays complètement oublié, occulté de la presse en général. Et on fera le point évidemment sur toute sa région, bien sûr. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF jusqu'à 18h. Je vous souhaite la bienvenue. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, la tension monte en Palestine. Nouvelle loi contre la résistance palestinienne. Manifestation à Gaza contre une loi israélienne autorisant la peine de mort. Tunisie, au 4e jour de grogne sociale générale. Les termes d'insurrection et de deuxième révolution sont lâchés dans la rue et sur les réseaux sociaux. Les marches durent en alternance avec des affrontements nocturnes. Pose désormais clairement la question, la nécessité d'un couvre-feu. Le neveu du Premier ministre français Édouard Philippe agressé à l'arme blanche à Eilat, ça se passe en Israël. Retour sur cette info passée sous silence dans les médias français. La question LGF. Chez les jeunes délinquants, il y a un sentiment d'impunité grandissant, expliquent des policiers en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration ou pas d'accord? Eh bien, faites-le savoir sur Facebook, Christophe le Grand Forum, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Libertad, enfin et pour terminer, au 01 40 33 9000. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous et bon après-midi, soyez les bienvenus, bon courage. Oui, vous sortez peut-être de votre journée de travail et ça y est, vous vous apprêtez déjà à rentrer à la maison. Et en écoutant le Grand Forum, bien sûr, dans la voiture, pour ceux qui travaillent aussi, on les salue et on leur souhaite bon courage. Voilà. Soyez les bienvenus encore une fois jusqu'à 18h avec cette question du jour que l'on vous pose aujourd'hui, s'appuyant sur le témoignage de quelques policiers passant dans les différents médias, vous savez, suite à la colère des policiers qui d'ailleurs pour le coup ont été reçus par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, leur patron en l'occurrence au ministère de l'Intérieur, suite à ce qui s'est passé lors du Nouvel An du côté de Champigny et puis le lendemain à Aulnay. Du coup, eh bien les policiers maintenant se lâchent un peu pour le coup, et en particulier ceux de Seine-Saint-Denis qui déclarent chez les jeunes délinquants il y a un sentiment d'impunité grandissant. C'est ce qu'expliquent en tout cas certains policiers de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette position des policiers de Seine-Saint-Denis? Eh bien vous nous appelez pour le dire au 01 40 33 9000. Vous avez déjà commencé à voter depuis ce matin sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Christophe le Grand Forum, c'est là que ça se passe pour voter. Vous êtes 75% à ne pas partager leur avis, donc à ne pas être d'accord, et sur Twitter 70% à ne pas être d'accord également. Vous continuez de voter donc et répondre ainsi à cette question concernant cette position des policiers de Seine-Saint-Denis concernant les délinquants. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous donner votre avis qui nous intéresse pour le coup. On va en parler tout à l'heure avec Sofiane Lakhdari qui sera avec nous d'ici quelques instants. Cette nouvelle victoire pour le régime de Bachar el-Assad dans la province d'Idlib, contrôlée par des terroristes, des groupes rebelles. L'armée syrienne donc a repris l'aéroport d'Aboudour, aéroport militaire qui pourrait être très vite remise en service. C'est ce qu'annonce en tout cas l'armée syrienne, ce qui suscite des craintes bien sûr de l'opposition. Nous y reviendrons tout à l'heure pour cette avancée spectaculaire et parler aussi de la Turquie qui a peut-être pas joué son rôle pour le coup dans cette partie de la Syrie, parce qu'elle avait un rôle à jouer, la Turquie, elle l'a pas joué pour le coup. On va aussi parler en bref, parce que c'est un petit peu ça le principe de LGF, l'Union européenne qui apporte son soutien à l'Iran
Tiens, oui, il y a l'accord sur le nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie iranienne est aujourd'hui à Bruxelles, alors que Donald Trump, lui, pourrait annoncer donc demain le retrait des États-Unis de cet accord international signé sous Barack Obama. Donald Trump de sortir de l'accord de Paris sur le climat avec cette petite phrase libre de toute interprétation, libre à chacun. Nous pourrions, en théorie, y revenir. C'est ce que déclare Donald Trump. Voilà, donc à vous de vous faire votre propre opinion pour le coup. Et sachez quand même qu'il y a de plus en plus de spécialistes qui remettent en cause la santé mentale du président américain. Pour le coup, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, ce président qui devrait être entendu incessamment sous peu. Voilà, ce qui serait pas une première, cela dit, pour un président états-unien, mais en tout cas, voilà, il devrait l'être d'ici peu. Tiens, des nouvelles de Emmanuel Macron qui poursuit sa visite dans la capitale italienne après le sommet hier soir des pays méditerranéens de l'Union européenne consacré notamment à l'immigration. Visite bilatérale. Donc ce matin, Emmanuel Macron a rencontré son homologue italien. Il est ensuite allé donc le président du Conseil italien, le Premier ministre Paolo Gentiloni, dans sa résidence officielle. Il était question notamment d'un futur traité d'amitié franco-italien. Voilà, donc pour cette visite en Italie. D'ailleurs, sachez que Emmanuel Macron n'a pas fait de pause à Paris et directement passé directement à Rome, en Italie. 01 40 33 9000, j'ai plein d'autres faut zapper bien sûr, sur lesquels vous pouvez revenir à n'importe quel moment dans cette émission au 01 40 33 9000. Je vous donnerai, parce que c'est important, parce que le gouvernement est en train de consulter. Là, on est en France. Le gouvernement français consulte donc avant la présentation du projet de loi sur l'immigration, il est en train de consulter. Mais ça commence à se passer, notamment les associations, et je vous expliquerai pourquoi, qui vont d'ailleurs aller auprès du Conseil d'État. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Myriam. Bonjour Myriam, vous nous appelez d'où, chère Myriam? De Marseille. De Marseille, soyez les bienvenus, soyez bienvenus ma chère Myriam. Quel temps fait-il à Marseille, dites-nous? Mitigé. Mitigé, bon, je vous rassure, demain le soleil est de retour chez vous, ça y est, c'est bon. Ah ouais? Ouais. Alors. Et le week-end? Le week-end, écoutez, c'est plutôt pas mal, j'ai regardé ça tout à l'heure, je faisais la météo pour demain matin, vous savez que je vous accompagne aussi de 6h à 9h le matin, et demain je vous annonce du soleil pour Marseille, voilà. Ah bah ça va alors. Bah oui, absolument, bien chère Myriam. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous emmène? La meilleure solution pour tous, pas qu'il y ait de la violence, ni que ce soit du côté des voyous comme du côté de la police, que la police soit munie d'armes électriques. Ils l'ont déjà, mais plus sophistiquées, quoi. À genre de petites balles rebondissantes comme un ballon. Oui. Mais électrique, vous voyez, un projectile électrique. Ouais. Ça serait mieux. Ça paralyserait la personne. Ça permettrait de la maîtriser. Voilà. Le mieux encore, carrément, à mettre de l'anesthésie dans les armes. Comme on fait pour les animaux, pour les chasser. C'est une proposition, Myriam. Elle est pas inintéressante, en tout cas, parce que c'est vrai que on a eu, vous savez, quelques bavures policières, pour le coup, qu'on a cessé de répéter ici à la radio. On en a quand même mis en lumière pas mal. Et ça serait une manière, en tout cas, d'interpeller les individus, effectivement, et ne pas forcément de commettre de bavures, de les arrêter, de les appréhender, et après, évidemment, de laisser la justice faire son travail. Oui, c'est une bonne proposition, Myriam, j'aime bien. D'accord. Je vous remercie en tout cas, et je vous souhaite une excellente après-midi du côté de Marseille. Attendez. Oui, qu'est-ce qui se passe, Myriam? Il est en radio. France Maghreb 2. Ah oui, parce que je confonds Radio Beurre, Radio Maghreb. Non, c'est pas la même chose. Voilà, mais sur Marseille, c'est France Maghreb 2, D'accord, France. Voilà, France Maghreb 2. Maghreb. Et elle note. Quoi? France Maghreb 2. Merci Myriam. En tout cas, et bon après-midi en tout cas. Merci de votre appel. 01 40 33 9, ça me fait toujours rigoler. Ces auditeurs qui appellent une radio sans savoir ce qu'ils appellent. Bon, 01 40 33 9000 pour le coup, pour nous appeler bien sûr, que vous soyez donc de Marseille comme Myriam, mais aussi de Dijon, de Clermont-Ferrand et de partout ailleurs en France, vous qui nous écoutez.
bien sûr, et qui participait de manière assidue d'ailleurs au Grand Forum pour nous parler notamment de cette question du jour à laquelle je vous invite à répondre, hein, sur les délinquants, sur cette prise de position des policiers de Seine-Saint-Denis. Eh bien, vous nous appelez pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec cette dernière. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur Christophe, vous allez bien? Ça va très bien. Quel est votre prénom, cher monsieur? Terence, Dominique. Je vous écoute. Vous allez bien? Ça va très bien, je vous remercie. Et vous? Ben, ça va. Ben, j'ai juste une pensée pour dire bonjour, comme toujours. Ah bah c'est gentil. Bah écoutez, bonjour à vous. Voilà, bonjour à vous et bonjour chez vous. Voilà, passe bonjour à tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup et à très bientôt. 01 40 33 9000. Bien sûr. Alors, je voulais vous en parler quand même parce que c'est important. Il consulte le gouvernement français avant la présentation de son projet de loi sur l'immigration et les demandeurs d'asile. Hier, le Premier ministre tentait d'apaiser un petit peu les doutes, hein, au sein de la majorité. Puis aujourd'hui, eh bien, Édouard Philippe reçoit les associations qui viennent en aide aux migrants, des associations en mode défiance, hein, pour le coup, puisque 26 d'entre elles saisissent le Conseil d'État contre la circulaire du 12 décembre qui demande au préfet, hein, de recenser dans les centres d'hébergement d'urgence les migrants économiques d'un côté et les demandeurs d'asile de l'autre. Un distinguo martelé depuis des mois par Emmanuel Macron. Alors que dit cette fameuse circulaire? Il s'agit en fait d'une méthode de travail mise à la disposition des préfets. Cette circulaire demande à des équipes mobiles, notamment aux membres de l'Office française de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, de venir contrôler la situation administrative des personnes directement dans les centres. Pour l'État, l'objectif est de connaître au plus près le statut des étrangers entre les demandeurs d'asile ou les déboutés, par exemple, d'une demande d'asile. Le ministre de l'Intérieur, face à l'urgence de la crise migratoire, souhaite de la rigueur pour Gérard Collomb. Bien des personnes en situation illégale saturent ces structures et au final, il n'y a plus assez de place pour accueillir les réfugiés. Il n'en fallait pas plus, évidemment, pour mettre le feu aux poudres pour les associations présentes, donc dans ces centres d'hébergement d'urgence. Il est hors de question de faire un tri entre les personnes qui ont besoin d'être mises à l'abri, et c'est pour ça qu'elles saisissent donc aujourd'hui le Conseil d'État pour demander le retrait de cette circulaire. Voilà un petit peu ce qui est de manière donc globale, ce qui a bien saisi un petit peu ces associations à agir pour le coup pour dénoncer donc cette circulaire. Vous pouvez là aussi nous donner votre avis si vous le souhaitez au 01 40 33 9000. Allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour chère madame. Oh, je crois que oui, c'est bien ce qui me semblait, je reconnaissais cette belle voix. Bonjour oui, Samira. J'appelle. Hein, eh ben vous avez bien raison, mais faites bien. Comment, ma chère amie Samira, vous faites bien. Merci. Déjà, je tiens à vous remercier de toutes vos émissions et puis de fait de nous laisser le droit à la parole, hein, c'est vraiment sympa. C'est important que le peuple puisse s'exprimer, Samira. Sûr. Voilà. Oui, et puis les dernières émissions, je les ai bien aimées avec Nadir, vous avez parlé de racisme en début de semaine, il y a Hicham, mais j'ai pas pu écouter les interventions d'Hicham. Bah, vous pouvez écouter ça sur... Je vous invite, Samira. Samira, puisque vous me tendez une petite perche, je vais tenter de la saisir. Vous pouvez, par le biais de francemaghreb2.fr, aller réécouter les podcasts de l'émission. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Il y a des replays. Oui. Bah voilà, francemaghreb2.fr. Oui, voilà. Oui. Bon réflexe. Alors, donc, quand vous avez fait l'émission sur le racisme en France, votre invité, je sais plus son nom, j'étais mais complètement d'accord avec ce qu'il disait que en France, il y a un racisme ambiant. Alors, moi, je dirais, je sais pas s'il y a plus de racistes que ça, ou si les vrais racistes se libéraient plus depuis les derniers événements, les attentats, etc. Moi, il m'est arrivé des événements là dernièrement dans ma vie. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Samira? Racontez-nous. À deux reprises, j'ai eu directement des propos racistes. Je vous donne un exemple. L'école de mes enfants. Oui. Mon fils, j'ai une maman d'ailleurs qui est portugaise, même pas française, qui me dit vous êtes la maman de Kenzie. Kenzie a pris Léo, il a serré Mathias dans ses bras et puis il a demandé à Kenzie de frapper. Chez nous, ça se fait pas. Je l'ai regardé, je lui dis madame,
où est chez vous, où est chez moi, madame? Donc j'ai été très choquée. Ouais. Et puis dernièrement dans le train aussi. Ouais. Ça fait 20 ans que je prends le TGV avec mes enfants, sans mes enfants et après avec mes enfants, Ouais. pour aller chez mes parents à Dijon. D'accord. Où je vous écoute aussi. Ah bah, où ma c'est très famille bien, vous bravo, écoute, bravo. à Dijon. Et là au retour sur les vacances de février, j'ai acheté un billet en fait Décembre, avec des places non attribuées et je m'en suis aperçue en arrivant dans le train. Oui. Ce qui fait que le contrôleur m'a mis en première classe. Ah. Et puis Bon. mon pauvre, je m'en suis pris mais plein la gueule. J'avais ma fille de 2 ans qui faisait un petit peu de bruit, qui Bah ne oui, pleurait forcément, oui. pas, qui ne pleurait pas du tout. Mais parce qu'elle faisait un petit peu de bruit, alors là, les réflexions que j'ai eues, que je ne savais pas éduquer mes enfants. Je me suis pris ça par le contrôleur, qui m'a jeté en me disant, je vous ai fait du style une faveur, je vous ai mis en première classe, vaut mieux éduquer vos enfants. J'ai été choquée, Christophe. Et de comportement des autres passagers qui étaient là, un monsieur qui s'est levé, vraiment à un moment donné, je me suis pas sentie en sécurité. Et en 20 ans que je prends le TGV, j'ai été choquée des comportements des voyageurs. Hein. En gros, je leur ai dit, mais j'ai compris vos insinuations. Hein. Une maghrébine qui est en voyage avec ses 3 enfants, elle sait pas éduquer ses enfants, donc voilà, c'est des propos limites. Hein. Et puis là, on m'a dit, oh mais madame, faites la terre. Il y a même un monsieur qui s'est levé, qui lui a pris un verre en plastique de MMS avec lequel elle jouait. Quand il lui a pris le verre, il y a une dame qui l'a remercié. Bon, heureusement, un couple lui a dit, monsieur, faites pas ça. C'est un enfant. Et ma fille, bien sûr, je lui ai dit, mais faites, monsieur, faites. J'ai été, mais en temps normal, j'aurais jamais laissé. Mais j'étais pas en sécurité. Mon mari n'était pas là. J'étais seule. J'ai été prise à partie par 3-4 personnes. Et par contre, mon mari était intervenu sur le quai. Il est arrivé, il a trouvé là, moi j'ai voulu prendre le numéro d'immatricule du contrôleur, parce qu'il m'a limite, c'est lui qui a commencé en me jetant les billets sur la table, parce qu'en passant dans le couloir, ma fille avait fait un bruit, et il m'a dit, mais faites la terre, alors, vous ne faites pas éduquer ses enfants? J'étais choquée. Et en sortant du train, je lui ai dit, monsieur, je voudrais avoir votre matricule, s'il vous plaît. Et il s'est mis à mal me parler en levant les mains sur moi. Et mon mari l'a vu, il est arrivé en courant. Alors on a eu beaucoup de chance, pourquoi? Parce que j'ai un ami qui est cadre à la SNCF, il m'a dit le problème Samira dans tout ça, heureusement que mon mari n'a pas poussé le contrôleur, heureusement qu'il n'a pas levé la main sur lui, parce que mon mari est juste arrivé, il l'a regardé de 7 en haut, il lui a dit vous baissez vos mains tout de suite, c'est pas une façon de parler à une femme s'il vous plaît. Donc le contrôleur s'est tout de suite calmé. Quelle classe votre mari, si je peux me permettre. La classe votre mari, hein. Oui, non, heureusement que, voilà. Ouais. Mais le problème dans tout ça, Christophe, c'est qu'on perd notre self-control. Moi, j'aurais pu bousculer le contrôleur, mon mari aussi. Et dans ces cas-là, c'est tout de suite les menottes, mandat de dépôt, puisque le contrôleur est assermenté. Ouais. Donc, c'est ma parole à moi ou la parole de mon mari contre des voyageurs, avec qui j'étais, voilà. Donc je veux dire, c'est tout vu. Puis au jour d'aujourd'hui, comment on vit avec tout ce qu'il y a au niveau des médias, je veux dire, on nous laisse même pas la chance. C'est mandat de dépôt. Bon, moi je veux bien, Samira. Moi je veux bien. J'invite tous les contrôleurs à monter dans le RERD aux heures de pointe et à venir faire la chasse à ceux qui font du bordel avec leur poste, avec leur musique à fond, avec le fait qu'il y ait des jeunes qui fument dans le RER. Là, il y a personne pour le coup. Hein. Quand il s'agit de s'en prendre à une femme, là, ils sont nombreux. Hein. Oui, non, mais tout à fait. Mais voilà, quoi. Et franchement, en 20 ans, surtout l'école de mes enfants, je suis d'ailleurs dans la même commune que Hicham, à Chennevières-sur-Marne. Ouais. Et je tombe des nues parce que dans cette commune, franchement, j'habitais à Alfortville avant, ça se passait mais largement mieux. Là, je tombe des nues, que ça soit à tous les niveaux, au niveau de la municipalité, au niveau des habitants, pour certains habitants. Voilà, donc après le problème de notre communauté, Christophe, c'est qu'on n'est pas organisé, on sait pas, on sait pas travailler, on n'est pas organisé, on n'est pas solidaire entre nous. J'ai été, moi, quand je me suis prise la réflexion, là, vous êtes la maman de Kenzie, chez nous ça se fait pas. Vous savez ce que j'ai fait après, Christophe? Je me suis mise parent d'élèves, déléguée parent d'élèves. Très bien, j'ai bravo. monté une liste dans l'école de mes enfants, et mes propres copines m'ont lâché après, et des maghrébines. Et c'est ça le problème de notre communauté, c'est qu'on s'organise pas.
Oui, vous soulevez malheureusement un problème qui persiste depuis des années, depuis en tout cas que j'ai à commenter ce type d'émission. Si vous me suivez un petit peu, ça fait des années quand même. Et malheureusement, on fait le même constat et ça ne bouge pas. Et je serais même tenté de dire que ça empire. Et c'est vraiment là l'occasion de constater que c'est pas la quantité qui fait la qualité, bien au contraire, parce que les musulmans sont quand même assez nombreux dans ce pays et ils sont tellement aussi nombreux qu'ils n'arrivent pas à se faire respecter. Et beaucoup parient sur notre division. Exactement. Et le problème, c'est que on n'est pas solidaires et on se casse les uns les autres. C'est qui veut faire mieux que l'autre et casser. Voilà, moi, j'ai été présidente de mon association de parents d'élèves. Ouais. J'ai été cassée parce que moi, moi avec le maire de Chennevières, moi je suis dans une commune, voilà, où j'ai halluciné concernant les plats justement des enfants. Mes enfants ne mangeaient pas bien à cause du régime sans viande, comme vous le savez. J'ai essayé d'écrire à la municipalité, j'ai fait une pétition parce que voilà, je revendique, voilà, je suis là, je paye mes impôts, je suis française, mes enfants sont en petite section de maternelle, ils doivent manger comme tous les enfants. Mais le problème, ce que j'ai rencontré, c'est que ma communauté, voilà, les membres de ma communauté n'ont pas été solidaires et m'ont même trahi en allant parler de moi en disant que j'étais hystérique et machin et ceci. Je suis tombée des nues. À tel point que Christophe, que ça m'a freinée. Parce que je travaille, je suis dans le libéral. J'ai plus de 2 ans et demi, j'ai participé à l'école. La directrice, ça se passe très bien, les enseignants très bien. Donc j'ai fait des demandes, etc. J'ai vu que de l'autre côté, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de solidarité. J'ai même tracté au marché du Bois-l'Abbé, Champigny. Vous savez, j'ai des Maghrébins qui m'ont dit, c'est pour la cantine. Oh écoutez, je vais réfléchir. Vous savez, moi mon fils il mange pas à la cantine, donc je m'en fous. Voilà. J'ai eu des remarques comme ça. Et moi qui suis en libéral, qui travaillais moi, au détriment de mes enfants, de ma vie de famille, etc., je me mettais à tracter, à travailler. Je me suis rendu compte que des gens qui tiennent la route, il y en a peu. Et puis j'ai fini par, cette année, du coup, je me suis pas présentée comme déléguée de parents d'élèves, parce que mes copines, au fait, ont mis en place la PEP dans ma propre école, alors qu'on était liste indépendante. C'est-à-dire que non seulement on est une liste de parents d'élèves indépendants, dans laquelle on est solidaires entre nous, on a les mêmes idées sur la cantine, etc. Mais vos propres compatriotes ont été se faire une autre liste à part qui est la PEP, alors que moi j'étais une liste indépendante. Ça s'appelle l'expérience. Oui. Non mais je leur ai dit allez-y, sauf que eux n'ont pas gagné. Moi je gagnais à chaque fois, les parents votaient pour moi à l'école. Mais voilà, pour vous donner un exemple, Christophe, il y a quoi se décourager et dégoûter. Moi au jour d'aujourd'hui, mais du coup je suis blasée parce que je me dis je fais des choses j'ai fait des choses à mon niveau, en milieu associatif. Je revendique des causes, j'ai pétitionné, etc. Mais notre communauté ne suit pas, Christophe. Il faut pas se décourager, ma chère Samira. Je sais, tout ça, évidemment, c'est des constats qu'on fait malheureusement trop souvent et dans bien des domaines. Mais en tout cas, je vous invite à persévérer parce que voilà, on a des droits, on a aussi des devoirs et il faut essayer de se battre à sa manière, essayer de bien s'entourer, ma chère Samira. Non, puis bon, quand on est parent, parce que pour moi, notre avenir justement, il faut qu'on s'organise, mais surtout l'éducation de nos enfants. Oh oui. Nos enfants, c'est notre priorité. Exactement. Et c'est vrai que quand je discute avec les parents à Champigny, le quartier du Bois-l'Abbé, etc., c'est des femmes qui travaillent pas, pour la plupart elles ont du temps, etc., mais elles n'étaient pas dans l'optique d'aider et de se mettre en milieu associatif. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'interpellait, qui me choquait. Ouais. Moi qui étais dans la vie active, qui travaillait, j'avais pas une minute pour souffler, j'étais partout. Au final, cette année, j'ai décidé de m'occuper que de mon travail et que de mes enfants. Bon, petite relâche. Mes deux grands sont scolarisés en école publique et ma troisième, je l'ai mise en école privée. Parce que voilà, je préfère travailler plus, puis du coup, plus me centrer sur l'éducation de mes enfants et leur réussite, que de m'étaler partout et avec une communauté qui suit pas et des personnes qui finissent après par vous lâcher et vous trahir. Voilà, vous trahir.
Je comprends, ma chère Samira. En tout cas, merci pour ce témoignage rempli d'enseignements pour le coup. Merci beaucoup, Samira. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, je tenais à vous relater un petit peu vous avez bien fait. Au racisme. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, bon, il faut avoir encore du courage, etc. Mais quand on est confronté justement à ce genre d'expérience que j'ai eue avec une trahison de ses compatriotes, etc., ça donne pas envie de continuer. Après, je vous cache pas que d'un autre point, je me mobilise pour la Palestine, je suis au courant. Quand il faut aller bouger, manifester et tout, je reste d'attaque sur d'autres sujets. Mais après, être en milieu associatif et tout, c'est décourageant, hein, Christophe. Voilà. Merci, Samira. Bon courage à vous. Je vous remercie. Hein. Merci beaucoup. Je vous en prie et merci pour ce témoignage. Et voilà. J'ai envie de dire, le grand forum, c'est ça, c'est la vie, quoi. C'est la vie, le témoignage de toutes celles et ceux qui nous écoutent aussi. Vous pouvez faire comme Samira, nous relater un petit peu des expériences, des exemples de vie que vous avez eu à faire partager avec les auditeurs. Le grand forum permet aussi cela, donc n'hésitez pas. La question du jour, je vous la rappelle, messieurs dames, chez les jeunes délinquants, il y a un sentiment d'impunité grandissant. C'est ce que déclarent et expliquent les policiers de Saint-Denis. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec eux? Vous le faites savoir sur les réseaux sociaux, Facebook, Christophe Le Grand Forum, Twitter, LGF officiel. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et oui, on est là, messieurs, dames. France Maghreb 2, le LGF, votre émission, tous les jours, 16h-18h. Faites passer le message. On est nombreux à être à l'écoute de cette émission, chaque jour. Nous de notre côté à la faire, et puis vous de l'autre côté à l'écouter, mais aussi à l'enrichir en participant. Tiens, j'ai envie d'accueillir deux auditrices issues de deux endroits différents en France. L'une se trouve à Reims, l'autre à Marseille. C'est Souad et Ouda que je salue. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, et d'abord permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On peut encore le faire, hein, c'est le mois de janvier, on a tout le temps pour le faire. Et je vous salue, et donc à tous vos proches, une très très bonne année à toutes les deux. Alors, quel est l'objet de votre appel? Alors, Souad d'abord. Alors, avant de vous donner l'objet, si je peux me permettre une petite remarque par rapport à l'auditrice qui était passée juste avant. Oui, qui s'appelle Samira. De Samira, qui était un peu énervée, quoi, un peu passée. Pas énervée, mais un petit peu déçue, on va dire. Voilà, c'est la déception qui l'ont portée. Déçue par l'association communautaire, entre guillemets. Je voulais juste lui dire qu'il faut pas relâcher. Que c'est pas parce qu'elle a été déçue par une association qu'il faut pour autant arrêter de s'unir pour essayer d'être encore plus forte et plus représentatrice aujourd'hui, et qu'il y a peut-être de la place pour elle ailleurs. Moi, en ce qui me concerne, je fais partie d'une association bénévole qui n'est pas communautaire, parce que justement, dans ma ville où je suis, je ne me retrouve pas. Ouais. Et ce qui me plaît, c'est qu'en fait, ça me fait plaisir que des personnes qui ne sont pas d'origine maghrébine, quand on discute ensemble, prennent notre défense. Et c'est là, je me dis, yes, j'ai gagné. Ouda, qu'est-ce que vous en pensez? Ouda, de Marseille. Je suis exactement d'accord avec madame. Bon, c'est parfait. C'est au moins, ça le reflète, et c'est le miroir de la société, et on arrête de stigmatiser, ne pas se faire passer pour des paranos. Quand ça vient d'autres communautés, finalement, on montre du doigt réellement les problématiques, et on a conscience finalement. Il en reste quelques-uns. Alors, Souad, quel est l'objet de votre appel? Alors, moi, je me pose une question. Je voulais voir s'il y avait d'autres personnes qui se joignaient à moi, ou si vous pouviez m'éclairer. On va tâcher, on va enclencher la solidarité LGF alors. S'il vous plaît, voilà. En ce moment, il y a l'histoire avec le lait. Oui, pour bébé, Lactalis. Oui. Et j'étais en train de réfléchir dans ma petite tête ce matin dans ma cuisine, et je regardais ma bouteille de lait Lactel. Donc, je pense que la bouteille de lait Lactel, c'est le même producteur, c'est les mêmes origines. Alors ça, je pourrais pas vous dire, mais je sais pas. Tiens, je sais pas. Ouda, vous savez, vous? Pas du tout. Bon. En tout cas, c'est un... Lactalis. Et donc, je faisais le lien. Si on a retrouvé de la salmonellose dans la poudre pour lait infantile, est-ce que notre lait qu'on consomme, nous, ne serait pas également infecté, quoi? Je vais vous dire, c'est vraiment, je l'évite alors au maximum. C'est très mauvais pour la santé, vous savez, ça le lait.
très très mauvais. Ah, c'est clair, c'est fait pour le veau, on est bien d'accord. Ah ouais, non, mais c'est super mauvais. Et en particulier, je pense à tous ceux, et j'en connais pas mal, qui mélangent le café avec le lait. Alors, il y a rien de plus dramatique pour l'estomac et pour tout le corps en général. Là, on fait un peu de santé, mais je suis pas docteur, mais on m'a répété ça en tout cas qu'il fallait vraiment éviter de mélanger le café avec le lait. Écoutez, la question elle est posée, ma chère Souad. Ouda, quel est l'objet de votre appel à vous, cher Ouda de Marseille? Moi, je rebondis. En fait, c'est la continuité du témoignage précédent. D'accord. Concernant la discrimination et le racisme. Oui. Et je voulais juste apporter mon témoignage et je voulais juste de l'aide de la part des auditeurs parce que je suis un peu désemparée. Voilà, je vous explique rapidement. Expliquez-nous. Je travaille donc depuis 4 ans dans un grand organisme français. Oui. Je vais le dire, j'ai le droit de le dire, je pense, la sécurité sociale. Oui. J'ai travaillé 3 ans à la CAF. Ouais. Et là, j'ai voulu changer de branche. D'accord. Pour me spécialiser, donc j'ai demandé une mutation et depuis 7 mois, je suis à la CPAM. D'accord. Et depuis 7 mois, je vis un calvaire. Un calvaire à quel niveau? De la part de vos collègues? Tout à fait, je suis la seule... Quel est l'exemple concret? La CPAM des Bouches-du-Rhône, donc le filet, oui. On m'accueille en me disant, le ramadan est terminé? Je regarde la personne, je dis oui, pourquoi? Dommage, on ne pourra plus fréquenter les plages. Ouais. Et ça continue. Et donc, en ayant... je suis restée dans un silence parce que je suis quelqu'un d'impulsive en fait. Et je me canalise en... On a ce même défaut, ma chère Ouda. Voilà. Donc Christophe, en fait, mon silence permet de faire une certaine retenue et ne pas déraper parce que... Vous savez ce qu'on dit, hein? On répond au con par le silence, parfois. Oui. Voilà. Mon silence, finalement, il est en train de me ranger. Donc tous les jours suffit à peine. Et la dernière en date, ça a été un repas de Noël. Ils voulaient faire une raclette. Et on n'est que 10 dans le service. Ouais. Je suis la seule donc d'origine maghrébine, mais d'autant plus c'est l'islam qui est attaqué en fait finalement dans mon service. Ouais. Et j'ai le droit tous les jours je vous le dis clairement, on déverse tous les jours BFM TV. J'ai l'impression que c'est pas des humains, c'est BFM qui parle. Tous les jours j'ai eu le droit aux Tunisiens qui a poignardé à Marseille à la gare Saint-Charles, ça a été un calvaire. Franchement, tous les jours. Et la dernière en date, Christophe, c'était le repas de Noël. Il voulait faire une raclette et je rentre dans le service et puis j'entends parler, mais Aouda, elle mange halal. J'ai rien demandé, hein. Je me permets d'intervenir. Je dis, vous savez, vous voulez faire une raclette pour le repas de Noël. Il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas. Mangez ce que vous voulez. Et la responsable du service qui me dit, mais tu pourras manger que les pommes de terre au moins. Tu peux manger des pommes de terre. Je la regarde avec le sourire. Je lui dis, tu ne manges même pas le jambon blanc? Donc je serre les dents et je me dis qu'est-ce que je fais. Souad, qu'est-ce que vous avez à dire? Tiens, vous écoutez le témoignage de Ouda, qu'est-ce que vous avez à lui conseiller? Alors, je vais peut-être un petit peu la secouer. Je peux être moi-même, ça vous dérange pas? Non, mais on est comme ça, on est authentique dans cette émission, sans langue de bois. Alors, je vais essayer d'être moi-même parce que c'est des situations qui malheureusement me sont rapportées. Alors moi, ce que je conseille et dans ma pratique de tous les jours autour de moi, en fait, il faut souvent c'est l'idiotie ou les craintes ou les pics. C'est souvent des personnes qui répètent bêtement, comme vous avez dit, Ouda, à travers tel média ou telle personne. Donc quand c'est comme ça, faut pas rester dans le silence. Là, par contre, non. Là, c'est une invitation au dialogue. Vous travaillez au sein d'une équipe. Qui dit équipe dit cohésion pour pouvoir avancer. Et le silence, d'après moi, n'est pas la réponse adaptée. Il faut essayer de parler, de vous présenter tel que vous êtes. Et si vous êtes là, Ouda, c'est que vous avez des compétences et des capacités. Au-delà de vos croyances personnelles, vos origines, et faites avancer ça qui se referme. On attend de Ouda, maghrébine, de confession musulmane, qui explique aux gens sa religion, sa conception de la vie, sa définition d'être français musulman en 2010 ne sont pas bêtes. Et c'est une ouverture. Il faut ouvrir et non pas se refermer. Allez, c'est le moment des bonnes intentions, ma chère Ouda. Moi, je pense que le conseil, il est plutôt pas mal. Mais alors, je vais faire mon psychologue de bas effect un petit peu quand même, tout ça. Mais complètement, on m'a cassé la voiture. On m'a détruit, quoi. Tous les jours, j'ai droit à une chose de Christophe, je suis détruite. Mais je pense que le conseil, tous Ouda. Les jours, suffit sa peine, en fait, j'en ai parlé, et on m'a dit, c'est pas la peine de parler, c'est la mafia corse, tu t'es confronté à du racisme tous les jours, si tu veux vraiment être bien, barre-toi. Non, il faut pas se barrer, ça c'est démissionner, c'est pas bon. Par contre, le conseil de Swan, moi je l'étudierai. Essayez, dialoguer. Mais ça ne marche pas parce que mais prenez les gens. On me l'a dit, on est venu me montrer dans des faux débats.
finalement, oui, je suis fière de ce que je suis. Je vais l'affirmer parce que je vais pas, c'est pas possible. Mais j'ai essayé et finalement le silence me permet de me protéger puisque on m'harcèlera pas par surcharge de travail et quand j'ai essayé de parler, on m'a harcelé différemment. Bah là, Ouda, j'entends bien ce que vous dites et évidemment on peut pas se mettre à votre place parce que je suppose que voilà le harcèlement, parce que c'est une sorte de harcèlement que vous vivez au travail. Oui, j'ai fait l'inspection du travail qui m'a dit. C'est un mal en tout cas qui est très présent en France pour différentes raisons d'ailleurs. Vous, c'est vos origines qui sont mises en question. Moi, je pense que le fait d'aller dans le débat et de mettre les gens face à leurs contradictions et finalement de les rendre de faire en sorte à ce que après qu'ils aient fait leur réflexion et après que vous ayez dialogué avec eux, ils se sentent complètement idiots. Vous voyez, ils se disent ah mince, j'aurais peut-être fait mieux de la fermer. Et dialoguer, souriez, surtout souriez, prenez les choses pas forcément comme vous les prenez jusqu'alors, mais essayez de prendre tout ça avec un peu de recul et puis allez-y en étant fiers parce que vous l'êtes de vos origines, de ce que vous êtes. Et de vos compétences qui ne sont certainement pas remis en cause. En tout cas, Ouda, bon, écoutez, si ça vous a fait un peu du bien, tant mieux, mais écoutez, appliquez, je pense le conseil de Swad, il est pas mal. Il est pas mal pour le coup. Je vous salue et vous souhaite une bonne soirée, beaucoup de courage, Ouda. Et on ne baisse pas les bras, Ouda, hein. On reste debout. Pas les bras. Voilà. 2018 sera une année heureuse. Merci. Ah oui, je l'espère, pour vous en tout cas, et tous vos proches. Bon, Swad, on a rendu, je pense, Ouda contente là pour le coup, non? Vous trouvez pas? Alors, vous me répondrez pour mon lait, par contre. Oui, alors la question c'est Swad, un lait Lactel. Est-ce que Lactalis produit les laits de la marque Lactel, ouais. Et est-ce que je veux dire la question de se poser le fait de se poser comme question si les laits infantiles sont infectés, qu'en est-il des laits pour adultes? Est-ce une question judicieuse ou est-ce qu'on fait de la parano quoi? Faut pas non plus tomber dans la paranoïa. Non mais vous avez raison, mais de toute façon ce truc là c'est un véritable c'est une récidive apparemment, hein. Ce que disaient les médias, c'est que ils ont eu un souci en 2005 pour la même cause quoi. Encore salmonelle, ça a dû être ils ont été inspectés, toutes les cuves ont été nettoyées et 2017 rebelote quoi. Rebelote et n'a pas enlevé les lots qui ont été rappelés. Alors là pour le coup quand même c'est un scandale auquel il va falloir se pencher hein. Et tous les magasins ont participé, que ce soit Intermarché, Auchan, Carrefour, les magasins Super U, Cora, tous ces magasins sont concernés. Merci Swad en tout cas pour la question, on aura peut-être la réponse d'ici 18h. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Merci à vous Swad. Bon, j'aime ces moments de vie finalement. Voilà, on a tous et toutes parfois des choses que l'on vit mal, des choses qui sont dures à vivre et parfois le fait simplement de dialoguer à la radio avec des gens qu'on connaît pas forcément, qui vous écoutent, qui ont différents ressentis, ça peut vous impulser comme ça, vous donner envie d'aller de l'avant. Voilà. Et j'espère qu'on a réussi notre pari en l'occurrence avec Ouda et on lui souhaite beaucoup de courage. Myriam, bonsoir. C'est Myriam, non ou pas? Ah, désolé, c'est Dounia. Ah, Dounia, pardon, mais pardon, c'est rien. Pourquoi on m'a dit Myriam, moi? Bon, alors bonsoir Dounia, comment ça va? Bonsoir, ça va, Christophe? Vous nous appelez d'où, chère Dounia? Saint-Ouen. De Saint-Ouen, on est en région parisienne, on vous écoute, Dounia. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je suis à l'écoute, excepté, je sais plus quel jour j'ai pas pu être à l'écoute, voilà, donc, mais le débat d'aujourd'hui, en tous les cas, il est vraiment, très très fort, en fait, en tous les cas, les auditrices les personnes qui ont appelé, surtout en force avec la maman, parents d'élèves, tout ça, donc ça m'a un petit peu interpellée. Et puis pour moi, je lui donne vraiment totalement raison, étant donné, oui, qu'il n'y a pas d'union en fait. Donc voilà. Sinon, la maman qui est aussi, la personne qui est harcelée par rapport à son travail, donc oui, ça m'a touchée. Ouda de Marseille. Ouais, de Marseille, c'est ça? Oui, absolument. D'accord. Ça m'a vraiment touchée, mais il faut qu'elle, je pense qu'elle doit être un peu plus, faire un travail sur elle-même déjà, et se mettre en position de force. Donc si elle a été prise pour ce boulot, après je sais pas ce qu'elle fait en fait précisément, si elle travaille. Elle travaille à la sécurité sociale, nous a-t-elle dit. Ah d'accord, la sécurité sociale. Ok, oui. D'accord, j'avais pas bien entendu en fait. D'accord, la sécurité sociale. Donc bon. Après, vous savez, c'est un secteur où il y a beaucoup de femmes aussi, beaucoup de jalouserie. Qu'elle se concentre sur ce qu'elle fait,
En fait, c'était juste un cri pour elle, hein, et puis qu'elle se concentre sur ce qu'elle fait. La jalousie, de toute façon, il y en a partout, hein, que ce soit dans le privé, dans le public, et qu'elle soit un peu plus forte, hein, qu'elle montre vraiment avec détermination qui elle est. Et puis de toute façon, elle n'a rien à prouver à qui que ce soit. Et il faut vraiment qu'elle passe au-dessus de tout ça. Exactement, c'est ce que Swad lui a conseillé, c'est ce qu'on lui a conseillé, et j'espère qu'elle va le suivre. Ouais, il faut le suivre avec force et qu'elle s'affirme un petit peu plus aussi. Oui, absolument. Je sais pas, en l'invitant à lui demander, des questions X ou Y, peut-être qu'elle est encore jeune, donc elle n'a pas eu encore cette expérience. Mais je me rappelle que ça commense comme ça, en fait. Bon, vous savez, l'expérience, c'est pas une question d'âge, hein. Vous savez, question d'âge peut-être. Hein. Enfin, je suis pas non plus trop vieille, mais bon, je sais qu'on peut être, peut-être qu'elle vient juste de sur le marché du travail, et puis peut-être voir justement d'autres personnes, mais c'est comme ça qu'on se construit, et de toute façon, des claques, on s'en prendra. Ah bah c'est sûr. Ignorants, il y en aura toujours à n'importe quel coin de rue. Et donc, il faut qu'elle soit un peu plus forte. Donc après, c'est l'expérience aussi qui... Bah, je vous remercie en tout cas, chère Dunia, d'avoir apporté votre témoignage pour le coup très intéressant. Je voulais juste savoir s'il y avait un invité aujourd'hui. Oui, il est arrivé d'ailleurs. Il s'appelle Tarek Babi. Bien sûr. Bah, bien sûr, évidemment. C'était ma question en fait. Je me suis dit, mais qui va être là ce soir? Ah, bah dites donc, voilà, c'est la question à laquelle vous avez votre réponse. Vous voyez, on est comme ça ici. Bah merci Christophe. Merci à vous, Dunia. Restez à l'écoute. Et bon après-midi, restez à l'écoute. Vous avez écouté, là on a fait une espèce d'émission psychologie pour le coup, hein, et c'est très bien ainsi parce qu'on a recueilli au travers des témoignages de Samira, de Dunia, de Swad, mais également de Ouda du côté de Marseille. Voilà, des vies, des difficultés que peuvent avoir certaines personnes, et parfois ça fait du bien aussi, ne serait-ce que d'en parler à la radio auprès d'inconnus. Tarek Babi, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'était pas prévu, mais donc j'arrive. Oui, bah oui, c'est comme ça, c'est ce qui fait un peu le charme. Oui. Voilà. Alors Tarek, il y a du boulot, il y a du boulot à commenter. On commence à réagir par l'armée de Bachar al-Assad qui a fait une avancée spectaculaire pour le coup dans une partie qui était, alors si je ne m'abuse, destiné à ce que la Turquie puisse régler un petit peu ce problème, sauf qu'elle n'a pas joué le jeu, et donc l'aéroport d'Idlib, l'aéroport militaire aujourd'hui, du coup d'ailleurs il paraît que ça a même occasionné un espèce de rapprochement entre les différents groupes terroristes, mais que nenni, ils n'y sont pas arrivés. Bachar el-Assad et son armée ont bel et bien avancé de manière spectaculaire avec l'appui des Russes bien sûr. Alors c'est très compliqué. Parce qu'en réalité, moi, je me suis posé ici même à France Maghreb 2, je sais pas si vous vous rappelez, cher Christophe, il y a 3 ans, en gros, quand les premières négociations ont commencé à avoir lieu, plutôt en 2015, avec l'arrivée de l'armée russe, je m'excuse pour la toux, puisque je reçois des coups de téléphone pour me dire comment faire pour arrêter la toux. Bon, j'ai pas encore trouvé la solution, mais bon, c'est la vie. Et donc, après 2015, cher Christophe, il y a eu les premières négociations entre les Syriens, l'État syrien. On voyait les touristes partaient par bus avec leur famille vers Idlib avec une arme dite personnelle, donc un fusil, pas les gros trucs. Et j'ai posé la question ici, c'est quoi la stratégie derrière que d'envoyer tous ces terroristes qu'on aurait pu, je sais pas, capturer, abattre, retenir, je sais pas quel qualificatif, à Idlib, cher Christophe? Et la réponse à cette question que j'avais trouvée moi à l'époque, en fait, le régime syrien a estimé qu'il ne pouvait pas faire la guerre sur tout le territoire en même temps. Et vous savez que la Syrie a aujourd'hui des frontières avec l'Irak, avec la Palestine occupée avec Israël et la Palestine occupée, avec la Jordanie et avec la Turquie. Et comme la Turquie depuis le départ était plutôt une partie prenante, donc manifestement l'état-major politique et militaire de la Syrie a fait le choix de travailler pour sécuriser la frontière irakienne, parce que c'était un vrai passoire de terroristes de part et d'autre, après un peu la jordanienne, après l'israélienne, et donc ces 3 frontières, cher Christophe, sont aujourd'hui plus ou moins sécurisées. Il reste cette frontière turque. Les Turcs sont rentrés officiellement pour empêcher la création d'un État kurde qui serait automatiquement pro-irakien kurde, pro-parti kurde en Turquie, et donc anti-Turquie. Et dans les négociations après le retournement stratégique de l'ennemi numéro 1 de la Syrie, l'ennemi numéro 1 de la Russie, en abattant l'avion, faut vous rappeler, et l'ennemi numéro 1 de l'Iran. Quand il s'est retourné pour faire l'alliance avec l'Iran et la Russie, il a pris en charge cette partie de Idlib
qui est à la frontière de la Turquie. Dans cet état, lui, c'est pour continuer à contrôler les groupes terroristes qui sont à sa solde, notamment deux partis, dans un groupe qui s'appelle Ezenki, l'armée Ezenki, qui se réclame, elle, de la Turquie, et donc Al-Nusra, qui est la suite d'Al-Qaïda. Et aujourd'hui, le régime syrien s'estime assez fort pour aller faire ce qu'il a toujours dit, qu'à terme, aucun soldat étranger, ni turc, ni américain, ne restera sur le sol. Le fait que l'armée russe soit attaquée à Hmehem et à Tourtous par les drones, cher Christophe, les Russes ont fait l'enquête et ils voient que ces drones sont partis de la partie d'Idlib contrôlée par les Turcs. Donc on peut estimer qu'il y a un feu vert russe pour les Syriens pour aller nettoyer maintenant cette partie d'Idlib qui regroupe à la fois beaucoup de réfugiés qui ont quitté beaucoup de régions de Syrie et surtout l'essentiel des terroristes. Et donc là, le président turc est furieux parce que là tout d'un coup il se rappelle lui de la morale et du fait qu'il a passé un pacte pour qu'il soit responsable de la région d'Idlib pour que l'armée syrienne n'arrive pas. Mais comme lui-même il ne respecte pas son pacte, il est toujours surpris que les autres en face ne respectent pas. Et donc aujourd'hui, vous avez clairement une entrée pour nettoyer cette partie qui est donc le département de Idlib avec cet aéroport. Alors les Syriens jusqu'à ce matin 10h disaient qu'ils sont en face et qu'ils ne sont pas rentrés. Alors que toutes les oppositions disent qu'ils y sont entrés. Alors, on va savoir pourquoi. Peut-être que les Syriens ne donnent les informations qu'une fois. Rentrer dans l'aéroport, vous parlez? Oui. Entrer et occuper l'aéroport. Alors a priori, d'après les dernières informations qui sont tombées cet après-midi, ils sont par les différentes agences de presse. Sauf la syrienne. Ouais. Depuis hier soir, c'était comme ça. Depuis hier 16h, l'OSDH a donné l'armée syrienne à l'intérieur. Et à 23h, l'armée syrienne a dit je suis en face, je suis pas rentré. Ce matin à 10h, c'était pareil. Alors peut-être que c'est un jeu de communication et que pour les Syriens, ils annoncent rentrer qu'une fois qu'ils ont pris le contrôle de la totalité de l'aéroport, y compris pour ne pas passer certaines informations. En tout cas, aujourd'hui, il est clair que la Turquie se retrouve repiégée dans sa propre stratégie. Pris à son propre piège. Voilà. Parce que elle promet beaucoup à tout le monde. Et comme M. Erdogan change de position tous les 15 jours et selon probablement ce qu'elle est, aujourd'hui l'armée russe et de l'armée syrienne. Pourquoi je vous dis russe? Parce que dans cette avancée spectaculaire de l'armée syrienne, il y a aussi les avions russes qui bombardent. Qui bombardent où? Qui bombardent Idlib. Direction la Palestine maintenant. كما تتواصل الاعتزال عالميا يطالب بمراوات الاحتلال من خلال حرمانها توحيد الخطاب الفلسطيني على الصعيد الدولي. La Palestine, pourquoi? Une nouvelle fois, la tension monte, bien entendu, dans cette partie de cette région, et de nombreux Palestiniens ont manifesté à Gaza, Tarek, Mami, auditrice, auditeur, contre une loi israélienne qui visera à condamner à mort les coupables de terrorisme pour les Palestiniens. La loi vise clairement la résistance qui lutte contre la colonisation. Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, la ligne politique de Netanyahou s'est durci encore plus malgré les critiques internationales. Le premier ministre israélien donc demande désormais la fin des aides financières pour l'autorité palestinienne de Ramallah. Un dernier coup de massue que pourrait d'ailleurs valider Donald Trump, Tarek. Alors aujourd'hui, je voulais revenir un mot sur la Syrie, mais en fait c'est pour l'allier avec la Palestine, Christophe. Aujourd'hui, l'actualité va tellement vite que nous avons de fond. Et nous nous trouvons dans des situations où on commente un événement particulier. Alors que, en général, on faisait des analyses de fond pour essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé hier, ce qui peut être projeté demain.
pour la Palestine, aujourd'hui pour moi, les choses sont à la fois dramatiques pour les Israéliens et dramatiques pour les Palestiniens. Dramatiques pour les Palestiniens parce que nous voyons sur le terrain l'arrestation d'enfants, l'arrestation ce matin de 5 ou 6 personnes, dont une personnalité palestinienne qui vient d'être libérée il y a à peine 4 ou 5 mois. Donc les Palestiniens aujourd'hui vivent dans l'arbitraire le plus total. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de normes, il n'y a pas de droit dans un pays qui se veut la seule démocratie au Moyen-Orient. Et en même temps, c'est très dramatique, Christophe, pour les Israéliens eux-mêmes, peuple, État et personnel politique, parce qu'on a l'impression, et c'est plus qu'une impression, qu'il y a une espèce de fuite en avant, comme s'ils voulaient, dans l'année qui reste peut-être pour pouvoir de Trump, dans le cas où il perdrait les élections intermédiaires et 2 ans s'il reste jusqu'à la fin, réaliser tout ce qu'ils n'ont pas pu réaliser en 50 ans. Donc obtenir Jérusalem comme capitale, construire, aujourd'hui ils ont voté la décision de construire 1100 logements supplémentaires, arrêter tous les résistants, changer la loi alors que la loi fondamentale israélienne interdit la peine de mort. Et elle l'a autorisé depuis la création d'Israël juste pour les nazis et les criminels qui avaient donc commis les meurtres de l'Holocauste. Et d'ailleurs, elle n'a été appliquée, cher Christophe, qu'une seule fois à l'égard de Eichmann. Et donc là, ils chambardent tout, et les résistants vont devenir donc pire que les nazis. Avec l'ordonnance, quand vous lisez le texte de loi, ce n'est pas condamnation à mort et exécution pour tous ceux qui vont arrêter, mais on commence par préciser dans certains cas, à la demande de procureurs, sur validation des conseillers juridiques de trucs, mais le résultat est le même. Ils sont dans une fuite en avant. Et aujourd'hui, si vous voulez, il y a eu d'ailleurs pour la première fois depuis longtemps un assassinat d'un colon par un citoyen palestinien avec une arme à feu. Ce qui n'est jamais arrivé. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette fuite en avant ne sert les intérêts ni des uns ni des autres. Dans un instant, on va aller en Tunisie. Sommes-nous dans ce qu'on appelle le retour de la révolution tunisienne? En tout cas, c'est les slogans qui apparaissent dans les rues des différentes villes de Tunisie. En tout cas, la colère, le peuple gronde. Et on va essayer de comprendre ce qui se passe avec quand même des incidents assez notables du côté de la Tunisie et ces membres du Parlement qui peinent, qui sont un peu pris de coup de court en l'occurrence, qui peinent un petit peu à répondre à l'attente du peuple, enfin aux attentes du peuple et s'entre-déchirent, j'allais dire, sur les différents plateaux de télé. C'est ce que l'on peut voir régulièrement dès qu'il y a une crise en Tunisie. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami qui est avec nous et cette question que l'on vous pose aujourd'hui par rapport au témoignage de quelques policiers, notamment de Seine-Saint-Denis, enfin qui travaillent en Seine-Saint-Denis et qui considèrent que chez les jeunes délinquants il y a un sentiment d'impunité grandissant. C'est ce qu'expliquent en tout cas ces policiers au travers des différents médias. Eh bien, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette position donc des policiers de Seine-Saint-Denis? Bien, vous êtes en grande majorité, que ce soit sur Facebook que sur Twitter, à ne pas être d'accord avec cette position. On a Sofiane Lardali qui est avec nous, Tarek. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Christophe, bonsoir Tarek, bonsoir tout le monde. Bonsoir Sofiane. Peut-être un petit mot à rajouter par rapport à ce qu'on a dit précédemment avec Tarek? Moi personnellement, oui, je suis tout à fait d'accord avec Tarek. Je voulais juste préciser que, en vérité, la Turquie, c'était pas des négociations directes avec le pouvoir syrien, mais elle a négocié, ce qu'il n'a pas dit bien sûr Tarek, c'est les accords d'Asatana. Il y a un an, les accords d'Asatana consistaient à une désescalade au niveau des régions. Et la région de Idlib était sous le protectorat presque turc, c'est-à-dire à la Turquie, de changer de peau à ces groupes terroristes qui sont Al-Nusra, Nordin-Zenki, Ahrar Shem, Jund al-Shem, etc., de changer de peau et de venir dans un processus politique qui devait commencer avec les accords de Sochi, où il y a le mois prochain les accords de Sochi, les négociations de Sochi, c'est-à-dire les négociations politiques où ils trouvent une solution finale à ce problème syrien. Alors les Turcs, pendant un an, c'est pour ça qu'on voyait les cars verts transportant des terroristes, c'était dans le rôle de la Turquie devait vraiment les amadouer et de les faire entrer. Chose que n'a pas fait en vérité Erdogan. Et aujourd'hui, après avoir fini avec Daesh, nous voyons l'armée syrienne, 2 territoires qui sont pas sous son autorité, c'est la ville de Raqqa qui sont entre les mains des Kurdes protégés par les Américains,
et vous avez la région d'Idlib qui est entre les mains des terroristes. Et 2018, comme a dit Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, devait en finir avec Al-Nusra. Et là, le problème turc consiste, est-ce qu'ils vont rentrer dans une confrontation directe avec une armée syrienne, avec ses alliés bien sûr, iraniens, russes, Hezbollah? Est-ce qu'ils vont rentrer en confrontation et d'arrêter? C'est pour ça qu'aujourd'hui Erdogan est en train de crier très fort. Il a interpellé l'ambassadeur iranien et l'ambassadeur russe en Turquie afin de donner des explications, mais l'explication russe, comme quoi que vous deviez en découdre avec ces groupes, soit les amadouer ou bien en finir. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la limite d'une confrontation, et cette analyse va en gros, en général, dans toute la région. Vous avez par exemple au Yémen une escalade sans précédent, où on a vu le chef saoudien de l'armée, la coalition qui est en train de détruire le Yémen, comme quoi qu'on doit prendre la ville le port d'Al-Hudayda. Et la réponse yéménite, c'est 2 avions, pour une première, deux avions saoudiens qui ont été abattus. Américains et anglais, oui, les avions. Américains, voilà, le F-15 et l'autre qui était britannique. Tornado. Tornado. Et les Yéménites, ils ont précisé qu'ils pouvaient fermer Bab el-Mandeb et arrêter toute circulation maritime au niveau de la mer Rouge. Et vous avez de l'autre côté des Israéliens qui bombardent en Syrie et une réponse syrienne par une interception des missiles, etc. Ce que je veux dire en vérité, c'est qu'il y a un camp, qui est le camp saoudien, américain, israélien et plus ou moins turc et islamiste dans la région de Syrie, qui est en train de hausser et de monter l'escalade afin de voir la réponse qui est en face. Et la décision en face, c'est d'en finir avec les terroristes et quoi qu'il en soit, de commencer un processus politique avec les acteurs qui doivent participer ou non à ce... Tarek, si j'ai bien compris ce que dit Sofiane, on n'est vraiment pas dans la désescalade en l'occurrence. Le problème, c'est pas la désescalade. Le problème, moi je poserai la question à l'envers comme dit l'autre. Quel droit, quelle force autorise une armée turque étrangère à être physiquement aujourd'hui dans un territoire syrien, maintenant que l'État syrien a récupéré la majorité des territoires et que l'État syrien veut nettoyer la région d'Idlib, frontière de la Turquie, des terroristes qui existent. Donc si la Turquie ne se retire pas, si elle ne fait pas elle-même la guerre, Al-Qaïda, Al-Nusra et tout ce que vous voulez, et si elle ne se retire pas sur sa frontière, ça veut dire qu'elle aura le statut d'armée occupante, où le droit international autorise tout le monde à la bouter hors de cette frontière. Bon. Oui. Mais voilà, juste rajouter à l'armée turque, elle a un autre problème en dehors de, parce qu'elle a accédé à ce territoire par après une autorisation russe, Elle a accédé à la ville d'Elbeb. Sauf qu'aujourd'hui, l'armée turque, elle sait, parce qu'elle voulait en finir avec les Kurdes du YPG qui sont au nord de la Syrie, et aujourd'hui, ils se préparent à une bataille dans la ville de Afrin, c'est-à-dire qui est entre les mains des Kurdes. Aujourd'hui, la Turquie, elle est confrontée à ces contradictions multiples auxquelles a mené M. Erdogan depuis l'arrivée à son pouvoir. C'est-à-dire, elle sait que les États-Unis, après le coup d'État qui a été déchu, il a échoué. Elle sait qu'il y a les Américains qui complotent derrière, il y a les Kurdes, il y a la confrontation avec la Russie. Tout dépend de la réponse de M. Poutine. Après, juste pour les auditeurs qui nous écoutent, on en parle assez avec la Syrie, parce qu'on est vraiment à la limite d'une guerre mondiale. Une guerre mondiale, elle peut survenir à n'importe quel moment. Il suffit, parce qu'il faut rappeler que même la base militaire russe, elle est attaquée aujourd'hui par des drones. Et hier, j'ai écouté... Qui vient de la zone turque. Et vient de la zone turque, tout à fait. J'ai écouté hier l'ambassadeur russe, Alexander Zeskin, qui est dans la région, qui est au Liban. Il disait, on est vraiment la Turquie est presque à l'origine de ces crimes. Alors on n'oublie pas l'avion qui a été abattu, l'ambassadeur russe qui a été abattu. Est-ce qu'aujourd'hui on rentre dans une confrontation russo-turque encore et la Turquie fait partie de l'OTAN? Est-ce que l'OTAN va rentrer en guerre qu'il le veuille ou non? On aura de quoi. On en parle. Voilà, comme il dit, on aura de quoi dire. Mais juste un dernier mot. Les Turcs, s'ils étaient dans une stratégie gagnante, ils auraient non pas négocié avec les Russes l'entrée donc à Elbeb et aujourd'hui dans une grande région de Idlib. Ils auraient dû négocier avec les Américains pour aller directement vers Raqqa pour empêcher cet État kurde en essence soutenu par les Américains. Or, ils sont dans des contradictions géostratégiques extraordinaires parce qu'ils ne peuvent pas aller affronter les Américains
pour dégager le noyau de l'État turc, de l'État kurde, qui n'aura pas lieu de toutes les façons en Syrie. Les Kurdes eux-mêmes envoyant les messages par des émissaires interposés pour dire à Bachar qu'ils ne veulent pas d'un État, parce qu'ils connaissent les conséquences et ils ont vu ce qui s'est passé en Irak. Du Kurdistan irakien. Voilà, ils disent qu'ils veulent une autonomie administrative large, mais pas d'État. Et monsieur donc Erdogan ne peut pas attaquer ces Kurdes qui sont protégés par les Américains. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il garde sous la main dans la discussion les groupes terroristes pour pouvoir lui négocier avec le régime syrien demain, après-demain, parce que pendant cette guerre, cher Soufiane, cher Christophe, chers auditrices et auditeurs, il y a un point qui a été soulevé dont personne ne parle jamais, d'ailleurs comme plein de problèmes dans cette guerre, c'est que les Syriens se sont rappelés pendant la guerre que la Turquie occupe illégalement Alexandrette, qui lui a été donné par les Français, et ils ont compris qu'à la fin de la guerre, les Syriens vont revenir sur cette question d'Alexandrette, et que la stratégie mise en place par Erdogan est en train de se refermer sur lui. C'est un piège dans lequel il n'aurait jamais dû rentrer. Messieurs, on part en Tunisie si vous voulez bien, parce que ça chauffe. المطالب نتاعنا هي ايقاف العمل بقانون الميزانيه او قانون الماليه 2018 ارجاع الاسعار لما كانت عليه تشغيل فرد من كل عائله معوزه حكايه الطبربه اللي هي فسرناه لانه العباد هذه شنو اللي تحب هذه راهو تو ولات عندنا تجربه في التعاطي مع الاوضاع هذه من الثوره لتو هو يحب انك تحكي على اساس ان اعوان الامن اخطاوا في حق المتظاهرين باش هو يزيد يجيش العباد. La Tunisie qui est confrontée de nouveau avec donc ces gens qui sont en masse dans les rues du pays, et il y a encore eu de nouveaux heurts hier soir entre manifestants et policiers dans plusieurs villes de Tunisie au troisième jour d'une contestation alimentée par des mesures d'austérité et émaillée de violence. À Siliana notamment, dans le nord-ouest, des jeunes ont jeté des pierres et des cocktails Molotov sur des agents de sécurité en tentant de s'introduire dans un tribunal dans le centre de cette ville. La police a riposté par des tirs de grenades lacrymogènes. Selon un bilan donné par les autorités tunisiennes ce matin, les heurts donc qui sont présents dans tout le pays, ce bilan en tout cas depuis quelques jours a 70 policiers blessés et quelques 565 arrestations depuis le début de la semaine, avec quand même des incidents parfois assez violents, et notamment ces deux synagogues à Djerba qui ont été incendiées. Non. Ah bah écoutez, non quoi. Il y a une tentative, il y a des cocktails Molotov, mais ils n'ont pas atteint leur but. Bon, bah en tout cas voilà, c'est et surtout notamment de nombreuses routes qui ont été coupées, des manifestants qui l'occupent. Et tiens, par exemple Nabeul, qui est pourtant considérée comme une ville assez calme où prospère, j'allais dire, le tourisme assez tranquillement, et bien même là, il y a eu des routes bloquées, il y a eu des manifestations assez violentes. Et alors les responsables politiques de ce pays, y compris d'ailleurs l'opposition, qui ont voté unanimement cette dite loi qui pousse les gens dans la rue avec cette cherté depuis le 1er janvier, en l'occurrence, eh bien les débats, c'est chacun se rejette la responsabilité au travers de différents débats à la télévision. Ça a au moins changé en Tunisie depuis qu'il y a la révolution. C'est ces débats à la télévision, Tarek, pas forcément toujours de bonne qualité, mais ils sont là en tout cas. Alors, pour faire simple, Christophe, je pense qu'il faut aller à l'essentiel parce que la situation est très compliquée. Le général de Gaulle disait que justement pour partir au Moyen-Orient compliqué, il faut y aller avec des idées simples. Pour moi, la première idée simple, et je sais que je vais choquer beaucoup d'auditeurs, mais c'est la règle, c'est que du temps de Ben Ali, la Tunisie et les Tunisiens travaillaient, non pas par conscience politique, mais par peur du retour du bâton et de la répression qui allait suivre. Depuis la révolution, et pour moi c'est pas une révolution, pour moi c'est tout ce que vous voulez sauf une révolution, parce qu'une révolution se construit sur deux principes, avec des meneurs et avec une vision. Les Tunisiens ne travaillent plus et ne veulent pas travailler dans les secteurs dits difficiles, la pêche, l'agriculture, le froid, le bâtiment et autres. Ce qui se passe réellement en Tunisie, c'est qu'il y a dans lesquels viennent s'imbriquer des fausses crises ou des crises fabriquées. La première vraie crise en Tunisie, Christophe, c'est que ni en Tunisie,
ni dans le monde arabe, voire islamique en général, il n'y a cette habitude de fractionner le pouvoir en 3 pôles. En Tunisie, le pouvoir est reparti entre un président de la République qui existe, qui a quelques rôles, mais qui ne pèse pas, qui pèse que dalle, comme disent les jeunes. Vous avez un Premier ministre qui officiellement a tous les pouvoirs entre ses mains. Et vous avez un Parlement qui vote. Et si le Parlement ne vote pas, vous pouvez rien faire. Et en Tunisie, certaines voix revendiquent le retour d'un pouvoir fort. Alors certains vont dire un pouvoir autoritaire, alors que cette constitution de 2014 a été faite pour empêcher le retour d'un dictateur ou d'un pouvoir autoritaire. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est que l'économie tunisienne recule et que la productivité en Tunisie recule. Les gens ne veulent pas travailler. À titre d'exemple, quand Ben Ali est parti, il fallait 1 dinar 700 millim, donc 1,7, pour avoir 1 euro. Aujourd'hui, il faut 3 dinars tunisiens pour obtenir 1 euro. C'est-à-dire que l'économie est complètement effondrée. Et vous avez donc des manifestations sincères, des gens qui ne peuvent plus supporter la cherté de la vie, y compris par ce nouveau budget de 2018, sur lequel quelques hommes politiques ont attiré l'attention. Et M. Chahed avait expliqué que c'était un besoin nécessaire pour ne pas être obligé donc de demander des prêts à l'international. Et vous avez donc les gens, les citoyens qui manifestent, et ils ont raison de manifester parce qu'ils n'ont pas eu de travail, parce qu'ils ne travaillent pas. Mais en face, vous avez des hommes qui font de la surenchère, comme Jabha Chabi, donc le Front Populaire, qui dit aujourd'hui il faut donner un travail à chaque maison de Tunisiens. Comment voulez-vous donner un travail dans un pays dans lequel l'économie ne tourne pas? Et vous avez d'autres crises et d'autres éléments sur lesquels ni le Front Populaire ni d'autres ne parlent. Par exemple, depuis l'arrivée donc du retour des militants de Nahda, les militants de Nahda ont été indemnisés lourdement pour les années de prison par de l'argent de l'État qui n'existe pas. Ensuite, vous avez du temps de Nahda et de M. Marzouki, il y a eu beaucoup d'embauches, mais de fonctionnaires. Donc c'est l'État qui doit payer. C'est absurde. Derrière, vous avez les militants de Nahda qui ont été indemnisés. La majorité d'entre eux ne se sont pas révélés des entrepreneurs, cher Christophe, pour créer des entreprises et donc pour créer des emplois. Et donc vous avez une caisse de l'État qui est vide, dans laquelle tout le monde a puisé, ou puise ou veut puiser. Donc vous ne pouvez pas aller loin. Et vous avez, même si ça ne se dit pas encore, la Tunisie ayant été soutenue pour M. Marzouki et pour Nahda par le Qatar. Le Qatar étant aujourd'hui en guerre avec les Émirats Arabes Unis. Vous avez vu donc ce qui s'est passé comme crise entre la Tunisie et les Émirats Arabes Unis avec l'interruption des vols parce que les avions de l'Émirat ont interdit aux femmes tunisiennes de prendre ces vols et d'aller dans leur pays. Ça a repris là. Oui, je sais que ça a repris entre temps. Et vous avez probablement en dessous donc cette guéguerre Qatar-Émirat qui sont dedans. Et il y a quelques hommes tunisiens d'ailleurs qui dénoncent la main des Émirats. Dernière chose, la police a quand même arrêté à Sidi Bou Saïd au moins une personne avec une enveloppe dans laquelle il y a l'équivalent de 2000 ou 3000 euros. L'enveloppe sur laquelle c'est marqué numéro 99, ce qui laisse supposer qu'il y a beaucoup d'enveloppes qui circulent. Et ce donateur, ce monsieur très généreux, donne l'argent aux manifestants avec un double discours, un discours généreux et un discours d'aide à la manifestation. Les discours généreux, c'est vrai que vous avez des difficultés financières, donc je veux vous aider, tenez 200 dinars, tenez 300 dinars, mais de l'autre côté, vous avez le droit de manifester et surtout, il ne faut pas arrêter les manifestations tant que vos demandes n'ont pas été satisfaites. La question principale, quel est le pays? L'Iran qui vient de passer par cette situation, la Tunisie aujourd'hui, quel est le pays qui accepte que dans le cadre des manifestations, on casse les bureaux donc du gouverneur ou de la police ou du tribunal, et quel est le pays qui accepte que les manifestations ne soient pas des manifestations pacifiques pour réclamer? À partir du moment où vous sortez de cette ligne rouge de manifestation et que vous passez à la violence, l'autorité de l'État doit revenir, même si c'est malheureux à dire. On a le droit de manifester, on a le droit de contester, on a le droit de tout réclamer, on n'a aucun droit de casser le bien public.
Sofiane, on sait d'ailleurs qu'au-delà de la Tunisie, c'est un petit peu une contestation, alors peut-être pas pour les mêmes raisons, mais une contestation générale qui existe aujourd'hui au Maghreb, en Algérie au travers de la colère des médecins, on en parlait hier, au Maroc avec toute cette contestation aussi importante. De la mine. Voilà, et tout ce réseau région du Rif aussi qui reste plus que jamais, on n'en parle pas, mais ça s'amplifie, ça ne se règle pas. Sofiane, quel est ton regard un petit peu sur cette partie de l'Afrique qui est en colère? Pour l'Algérie, pour les médecins, c'était pour le service civil, service national, c'était pas pour. Oui, bien sûr, non, mais c'est pour ça que j'ai dit pas pour les mêmes raisons, mais il y a des colères en tout cas. Surtout le Maroc et la Tunisie, si on peut comparer au niveau économique, l'Algérie elle a certaines ressources, peut-être le gaz et le pétrole, elle peut acheter encore la paix sociale, mais économiquement elle est en faillite. Économiquement en faillite parce qu'elle ne produit rien du tout. À partir du moment où vous ne produisez rien, vous êtes soumis à certaines pressions au niveau occidental. Moi, je voulais juste, pour la Tunisie, peut-être Tarek a fait le procès pour les gens qui ne travaillent pas, peut-être, mais moi aussi, je constate qu'il y a un échec total de tous les hommes politiques qui se sont succédés, et c'est le résultat final de 7 ans d'après la Révolution, en vérité. Oui. Que ce soit Nahda et les autres dirigeants politiques qui n'ont pas su ramener la stabilité et ramener l'investissement qu'il fallait afin de laisser ce peuple ou de permettre au peuple de travailler. Alors, faut couper peut-être la période de 7 ans en deux parties grosses. La première, si vous voulez, c'est la partie de M. Marzouki et du parti de Nahda, élu pour un an, resté au pouvoir pendant 3 ans et qui a pillé les caisses de l'État et qui a embauché les fonctionnaires. Et vous avez la deuxième partie de M. Beji Caïd Sibsi qui est tout aussi inexcusable, mais qui vient aussi de la Constitution de 2014, écrite majoritairement par M. Marzouki et Ennahda, et qui coupe le pouvoir politique en Tunisie en 3. Et vous y rajoutez pour la Tunisie quelque chose d'aujourd'hui, désastreuse, c'est que vous avez une économie parallèle et informelle. Vous avez un marché noir et une masse monétaire. C'est pour ça, Tarek, que l'OSDE européen vient de mettre la Tunisie sur la liste noire. Oui, et donc vous avez une masse monétaire qui circule hors du circuit bancaire, qui phagocyte toute l'économie officielle. À la grecque. Oui, non mais c'est très grave. C'est-à-dire, moi j'ai posé la question à un ministre je sais pas si c'est des finances, de l'économie, et je lui dis, il y a 2 pays dans le monde qui ont décidé de changer la monnaie du pays en 24 heures. De manière à ce que l'argent noir ne sert plus à rien. Et d'ailleurs, vous avez le Premier ministre indien que quand il a décidé vendredi soir de changer, dans son discours, il a dit comme ça, ceux qui ont beaucoup d'argent, papier, de l'ancien argent, ils peuvent maintenant allumer les cheminées avec. C'est pas vrai. Et je dis, vous faites ça, vous avez plus de 50% de l'argent qui circule en Tunisie. Se dirige à ça. Voilà. Et donc, si vous voulez, quand vous cumulez cette partie, et quand vous cumulez, que ce soit, j'allais dire, la période Nahda ou la période Beji Caïd Sibsi n'a rien fait pour diminuer un minimum le déséquilibre économique régional, puisque les régions de l'intérieur restent pauvres. Donc, vous avez ce que j'appelle, dans le début de mon édito, si vous permettez, une crise réelle, qui est la crise économique et la crise des institutions, et vous avez les crises fabriqués qui vivent dessus, parce que les gens qui vivent avec cet argent noir et dans l'économie ne veulent pas d'une réglementation bancaire qui les oblige à payer des impôts, pour faire simple. Bon. Mais Tarek, est-ce qu'on va vers... Parce que moi, quand je vois le déploiement de l'armée pour amener la stabilité, quand je vois un État économique complètement en faillite, et je pense pas qu'il y aura des solutions miracles d'ici quelques mois, si ce n'est quelques années, où va la Tunisie en vérité? Est-ce qu'on va à un événement à la vénézuélienne? Est-ce qu'on va vers des événements comme le Zimbabwe, où on a vu le départ des présidents, etc., par un coup d'État? Non, mais le problème des présidents en Tunisie aujourd'hui ne s'oppose pas. Parce que vous pouvez virer M. Beji Caïd Sibsi, vous pouvez virer M. Chehad si vous voulez. La classe politique aujourd'hui tunisienne, elle est inepte. Elle est inepte, elle n'a pas le sens de responsabilité. Parce que quand on gagne des élections, et quand on a les sièges qui permettent de faire la pointe, et que vous refusez d'aller au pouvoir, je parle ici des Fronts populaires, qui est l'équivalent de Mélenchon en France, vous ne pouvez pas après venir critiquer. Vous gagnez des élections, faut y aller, faut mettre les mains dans le cambouis. Or, vous avez aujourd'hui en Tunisie un personnel politique qui, sur le plan théorique, est peut-être le meilleur personnel politique du monde. Mais quand il faut travailler, quand il faut accepter, quand il faut négocier,
Il y a personne. Deuxième chose, vous avez un syndicat, les GTT, qui est aujourd'hui le premier parti du pays, et c'est lui qui décide de tout, alors que son rôle est d'aider les travailleurs, certes, mais le pays à sortir de la crise. Donc vous n'avez pas aujourd'hui, je le dis tel que je le pense, du personnel politique à la hauteur pour prendre en considération la valeur. Vous avez beaucoup d'ego. Vous avez plein de gens qui disent pourquoi pas moi président. Mais on va la Tunisie, t'arrêtes pour un mot. Est-ce qu'on va vers une début de stabilité ou vers vraiment complètement vers si ce n'est dire. Réponse rapide parce que on rentre dans une période de turbulence dans laquelle l'armée sera gardien sans accéder au pouvoir, sans prendre le pouvoir. Très bien. Sofiane, on va souhaiter une bonne année à tous les berbères. Hein. C'est le nouvel an berbère qui est d'ailleurs férié et chômé en Algérie. Absolument. Et les berbères sont en avance. Alors je vais devenir algérien et berbère aujourd'hui juste pour être payé. Ah ouais? Oui, comme le pays, ouais. De toute façon, est-ce que je peux me permettre une petite provocation? Je viens de faire la mienne, donc vous pouvez faire la vôtre. Est-ce que finalement on peut pas souhaiter une bonne année à tous les habitants du Maghreb? Puisque le Maghreb est berbère, historiquement. C'est la berbérité de toute la nuit. Et ils sont en avance, les berbères. On est en quelle année, là? 2900? On est à, alors, 2968. Alors, j'ai fait un petit calcul tout à l'heure, cher Christophe, je sais pas si vous l'avez, si, je l'ai vu. Retenu. Dans le calendrier, juif, on est à 5000 et quelques. Dans le calendrier berbère, donc 2009. dans le chrétien grégorien 2018 et en gros dans le calendrier musulman c'est 1400 quelque chose 80 un truc comme ça et je rajoute par la boutade, il est bien écrit dans la Bible que les derniers seront les premiers. Merci Sofiane, merci beaucoup. Dans un instant Libertad, mais j'aimerais juste Tarek vous demander votre avis sur une actualité qui a été passée sous silence. C'est le neveu d'Édouard Philippe, mais on en parle juste après la pub. Alors il y a trois choses, mais on a 3 semaines, oui, on a 3 semaines pour en parler. Un, le fake news que en 1905 il n'y avait pas d'islam en France. 2, le fake news comme quoi l'islamophobie a été inventée par les Iraniens. Et 3, j'ai découvert dernièrement que monsieur MBS en fait a copié monsieur Trump, qui lui a pris 580 milliards qui appartiennent aux leaders irakiens. On en parlera un petit peu ce soir et probablement demain. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum sur France Maghreb 2 pour les quelques minutes qui nous restent à passer ensemble évidemment. Et il y a déjà, ça appelle déjà, hein, parce que ils savent que c'est l'heure de Libertad. Mais juste en un mot, Tarek, sur le fait que cette information est passée sous silence. Vous savez que 3 jeunes Français ont été retrouvés poignardés à l'arme blanche à Eilat en Israël. Et parmi ces 3 Français se trouvait donc le neveu du Premier ministre Édouard Philippe. Une information qui a été complètement occultée. J'imagine que si ça avait été un Palestinien, peut-être l'origine des coups de couteau, on en aurait parlé évidemment, ça aurait fait l'actualité à la une. Bon. Certainement oui. Le 2, c'est pas important que ce soit le neveu du Premier ministre ou de je sais pas qui. L'important c'est le fait qui se passe, et quand il y a une omerta sur l'information, l'information ne passe pas. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, quand on regarde l'actualité du Moyen-Orient et celle d'Israël, il y a plein d'événements qui se passent et qui ne sont jamais repris par la presse française, qui reprend probablement la première dépêche qui tombe. Je vous rappelle juste le traitement scandaleux qui a été fait par M. Poujadas sur LCI et sur TF1 et sur Arte sur la situation de Ahed Tamimi. Et ces personnes ont présenté comme si c'était elle l'occupant et les pauvres soldats israéliens les occupaient, et donc elle va chercher dans la provocation et tout ça, tant et si bien qu'heureusement qu'il y a un monsieur qui s'appelle Charles Anderlin qui a écrit un superbe article, notamment qui est publié dans plusieurs sites, notamment dans le Monde diplomatique, et qui explique que c'est une honte de traiter l'information de la sorte. Allez, on y va pour Libertad, c'est parti. 01 40 33 9000. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Abdel 92. Salut Abdel. Salut, je suis pas satisfait du conseil que tu as donné à la dame qui était victime de racisme dans son entreprise. Ça, c'est la façon palestinienne, négociation, et je me tais. Non, on sait ce que ça a donné. Madame, écoutez-moi, si ça vous arrive, déjà enregistré. 2, si on vous dit tu manges pas de porc, vous dites clairement je n'aime pas le porc, c'est dégueulasse, c'est mon droit. Et 3e, si on vous dit vous allez manger que des pommes de terre, vous dites si vous me parlez encore de raclette, la marmite je vous la renverse sur la figure. Et je vous garantis madame, en 2 jours, ils deviennent tous vos amis. 3e, vous prenez un sandwich merguez à l'heure du déjeuner bien fort de chez nous, vous le mangez et quand on vous parle, vous leur répondez la bouche pleine. Je vous garantis madame, si vous êtes faible comme ça, la faiblesse va servir à vos amis pour vous abattre.
et ça va marcher dans 2 jours. Si vous faites ce que je vous dis, c'est tous vos amis. Bon, Abdel, je partage absolument pas ton avis, mais on l'écoute en tout cas. Merci à toi. Regardez Palestiniens. Non, faut pas comparer ce qui est pas comparable. Merci Abdel. Ah bah oui, mais c'est ça. Oui, non, mais bon, c'est ton avis. Allez, 01 40 33 9000. Non, la diplomatie a toujours été évidemment très importante. Tarek, vous êtes vous qui êtes chef d'entreprise, voilà. Vous avez eu à mener des batailles, donc la diplomatie, ça fait partie des choses de la vie. En fait, il faut se battre. Et si on est comme ça dans la provocation, tout en montrant à l'adversaire que vous connaissez le droit et que vous êtes dans votre droit. Et en général, j'allais dire, c'est la fermeté dans la courtoisie et ça paye. On va plus long demain. On va en accueillir juste un petit dernier. Allô, bonsoir. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Prénom et ville d'appel. Daoud. Pour maison. Ok. Enchanté. Enchanté Daoud, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, j'aimerais revenir sur le sujet de la Turquie. Oui. Vous me laissez le temps. J'aimerais dire déjà la méchanceté va très bien à M. Tariq, parce qu'il faut qu'il arrête d'affabuler et de dire des contre-vérités. Si vous me permettez, j'aimerais contrer mon accusation. Déjà, dire à la solde que les terroristes sont à la solde d'Erdogan, ça veut dire obéir ou servir. Mais c'est n'importe quoi. Vous connaissez le groupe Nordin et Zenki? Comment? Vous connaissez le groupe Nordin et Zenki? Est-ce que vous connaissez les 5 millions de Turkmènes qui habitent à Idlib? Oui, bien sûr. Voilà. Et est-ce qu'on a le droit de l'autodéfense? Bien sûr. Alors, dans le cadre du droit assassin, qui a laissé? Bon, je vais vous laisser parler autant que vous voulez sur M. Erdogan sur la Turquie. Par où est entrée la majorité des terroristes venus de 84 pays? Par où ils sont passés? Physiquement. Vous allez me dire quoi, la Turquie? Je vous pose la question. Moi, je sais pas, monsieur. Je vous pose des questions. Je vais vous répondre. Qui est en train de faire un mur de plus de 3 mètres pour éviter des afflux terroristes et arrêter les migrants qui vont de l'autre côté? Qui arrête ça? La Turquie. Voilà. Qui occupe le territoire syrien aujourd'hui? Parce que si on vous écoute, on va vous croire. La Turquie, Erdogan n'ont jamais aidé les terroristes. On était victimes. Depuis 1960, on a plus de 30 000 morts, soldats et civils. S'il vous plaît. Pourquoi M. Erdogan n'est pas parti à Raqqa pour empêcher les Kurdes de créer l'État, mais qu'il est rentré par le Bab, là où il y avait l'armée ou les terroristes syriens? Pourquoi il n'est pas parti à Raqqa pour empêcher? On a demandé, on a fait, vous allez revoir sur les informations sur Internet, on a fait plusieurs demandes aux États-Unis. Parce que c'était contrôlé là-bas et le contrôle était aux États-Unis. On est d'accord. Daoud, sur cet accord, je vous donne rendez-vous demain parce qu'on est très en retard. On est d'accord. Mais pourquoi, quand il n'a pas eu l'accord des Américains, il a été de l'autre côté pour rentrer à la Syrie, mais de l'autre côté? Parce qu'il a eu l'accord des Russes. Oui, ok. Daoud, à demain. Merci beaucoup Daoud. Bon. Bah oui, non, ça sert aussi à ça, Libertad. Il y a des gens qui sont pas contents, ils le font savoir. Non, mais c'est leur droit. Bien entendu. Mais sauf qu'il faut donner les éléments factuels. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'armée syrienne qui est présente sur le territoire turc? Ou le contraire? C'est tout ce que je pose. Moi, je veux des questions factuelles. Parce que quand je fais des analyses, je les ai fait sur la Tunisie, sur l'Algérie et le Maroc, je suis pas anti-turc. J'analyse une politique faite par un gouvernement en place, quel que soit ce gouvernement. Tarek, à demain. Merci. Avec Mourad Goual, il sera là de la partie évidemment dans un instant. Medjahed sur France Maghreb 2, merci d'écouter, de continuer en tout cas d'écouter France Maghreb 2, 18h03. Oui, bon début de soirée à tous et toutes. Voici le rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Le groupe Lactalis va tenir une conférence de presse. Pour Emmanuel Macron, si les sanctions doivent être prises, elles le seront. La liste des grandes surfaces mises en cause dans le scandale Lactalis ne cesse de s'allonger. C'est au tour de Casino de reconnaître que 350 boîtes potentiellement contaminées par des salmonelles ont été vendues dans ces supermarchés, et ce malgré le rappel. Édouard Philippe reçoit les associations d'aide aux migrants. Le rendez-vous a lieu depuis 15 heures. Très remonté, ces associations demandent une réécriture de la circulaire Collomb sur les recensements dans les centres d'hébergement. Le coup d'envoi des négociations sur les réformes de l'assurance chômage. Les partenaires sociaux se retrouvent donc au siège du MEDEF pour discuter d'une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État plaide pour l'élargissement de cette assurance aux indépendants, mais également davantage de démissionnaires. Et Gilbert Collard est mis en examen après la publication sur Twitter d'une photo d'exécution menée par le groupe État islamique. Une enquête préliminaire avait été lancée en décembre 2015 par le parquet de Nanterre pour diffusion
d'images violentes. La tension monte en Tunisie avec des manifestations contre la politique d'austérité. Manifestations qui ont fait un mort cette semaine. Plus de 300 manifestants ont été arrêtés la nuit dernière. Le Front populaire, la principale alliance d'opposition, appelle la population à manifester. Ce sera dimanche à Tunis pour le 7e anniversaire de la chute de l'ancien président Ben Ali. Les bateaux de marchandises, de moins en moins victimes d'attaques en pleine mer. Les actes de piraterie sont au plus bas depuis 22 ans, malgré l'augmentation du transport maritime. La maison d'édition Gallimard annonce qu'elle suspend son projet polémique de publier les pamphlets antisémites de Louis-Ferdinand Céline. Bagatelle pour un massacre, l'école des cadavres et les beaux draps n'avaient plus été réédités depuis la guerre, en respect de la volonté de l'écrivain. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Habitants de la planète Terre, bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour votre rendez-vous au quotidien de 16h à 18h, c'est votre grand forum LGF qui démarre jusque 18h, ravi de vous retrouver une nouvelle fois, on est ensemble pour 2 heures de décryptage de l'actualité, où l'on parle et on évoque tous les sujets dans cette émission, avec vous bien sûr, puisque vous avez la possibilité d'y participer en nous appelant au standard 01 40 33 9000, c'est les numéros de téléphone, voilà, quelques 10 chiffres qui vous permet d'être relié à la radio et au monde, à la planète, à travers France Maghreb 2 et toutes ces fréquences et toutes les possibilités que vous avez pour l'écouter. Je vous invite d'ailleurs de ce pas à télécharger, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, l'application France Maghreb 2, ainsi vous resterez connecté à la radio partout où vous vous trouvez. C'est ça l'important et l'essentiel. Merci d'être avec nous une nouvelle fois avec tout à l'heure Tarek Mami qui viendra nous rendre une petite visite. Ça tombe bien puisqu'on parlera de la Tunisie avec lui. On aura aussi Sofiane Lakhdari d'ici quelques minutes pour faire le point un petit peu sur toute la région. Vous savez que c'est une région que l'on suit de très près, la région du Moyen-Orient, avec la Syrie et notamment l'avancée spectaculaire de l'armée de Bachar el-Assad en Syrie. On parlera aussi du Yémen, un pays complètement oublié, occulté de la presse en général. Et on fera le point évidemment sur toute sa région, bien sûr. Restez bien avec nous sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF jusque 18h. Je vous souhaite la bienvenue. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, la tension monte en Palestine. Nouvelle loi contre la résistance palestinienne. Manifestation à Gaza contre une loi israélienne autorisant la peine de mort. Tunisie, au 4e jour de grogne spions pour le coup. Et sachez quand même qu'il y a de plus en plus de spécialistes qui remettent en cause la santé mentale du président américain. Pour le coup, ça ne s'invente pas. D'ailleurs, ce président qui devrait être entendu incessamment sous peu. Voilà, ce qui serait pas une première, cela dit, pour un président états-unien, mais en tout cas, voilà, il devrait l'être d'ici peu. Bien, des nouvelles de Emmanuel Macron qui poursuit sa visite dans la capitale italienne après le sommet hier soir des pays méditerranéens de l'Union européenne consacré notamment à l'immigration. Visite bilatérale. Donc ce matin, Emmanuel Macron a rencontré son homologue italien. Il est ensuite allé, donc le président du Conseil italien, le Premier ministre, Paolo Gentiloni, dans sa résidence officielle. Il était question notamment d'un futur traité d'amitié franco-italien. Voilà, donc pour cette visite en Italie. D'ailleurs, sachez que Emmanuel Macron n'a pas fait de pause à Paris et directement passé directement à Rome, en Italie. 01 40 33 9000, j'ai plein d'autres infos zappées bien sûr, sur lesquelles vous pouvez revenir à n'importe quel moment dans cette émission au 01 40 33 9000. Je vous donnerai, parce que c'est important, parce que le gouvernement est en train de consulter. Là, on est en France. Le gouvernement français consulte donc avant la présentation du projet de loi sur l'immigration, il est en train de consulter. Mais ça commence à se passer, notamment les associations, et je vous expliquerai pourquoi, qui vont d'ailleurs aller auprès du Conseil d'État. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, quel est votre prénom? Myriam. Bonjour Myriam, vous nous appelez d'où, chère Myriam?
De Marseille. De Marseille, soyez les bienvenus ma chère Myriam. Quel temps fait-il? Vous êtes 75% à ne pas partager leur avis, donc à ne pas être d'accord. Et sur Twitter, 70% à ne pas être d'accord également. Vous continuez de voter donc et répondre ainsi à cette question concernant cette position des policiers de Seine-Saint-Denis concernant les délinquants. 01 40 33 9000 bien sûr pour nous donner votre avis qui nous intéresse pour le coup. On va en parler tout à l'heure avec Sofiane Nardari qui sera avec nous d'ici quelques instants. Cette nouvelle victoire pour le régime de Bachar el-Assad dans la province d'Idlib, contrôlée par des terroristes, des groupes rebelles. L'armée syrienne donc a repris l'aéroport d'Aboudour, aéroport militaire, qui pourrait être très vite remise en service. C'est ce qu'annonce en tout cas l'armée syrienne, ce qui suscite des craintes bien sûr de l'opposition. Nous y reviendrons tout à l'heure pour cette avancée spectaculaire et parler aussi de la Turquie qui a peut-être pas joué son rôle pour le coup dans cette partie de la Syrie, parce qu'elle avait un rôle à jouer la Turquie, elle l'a pas joué pour le coup. On va aussi parler en bref parce que c'est un petit peu ça le principe de LGF, l'Union européenne qui apporte son soutien à l'Iran. Tiens, oui, il y a l'accord sur le nucléaire iranien. Le chef de la diplomatie iranienne est aujourd'hui à Bruxelles, alors que Donald Trump, lui, pourrait annoncer donc demain le retrait des États-Unis de cet accord international signé sous Barack Obama. Donald Trump de sortir de l'accord de Paris sur le climat avec cette petite phrase libre de toute interprétation, libre à chacun. Nous pourrions en théorie y revenir. C'est ce que déclare Donald Trump. Voilà, donc à vous de vous faire votre propre social général. Les termes d'insurrection et de deuxième révolution sont lâchés dans la rue et sur les réseaux sociaux. Les marches durent en alternance avec des affrontements nocturnes posent désormais clairement la question, la nécessité d'un couvre-feu. Le neveu du Premier ministre français Édouard Philippe agressé à l'arme blanche à Eilat, ça se passe en Israël. Retour sur cette info passée sous silence dans les médias français. La question LGF. Chez les jeunes délinquants, il y a un sentiment d'impunité grandissant, expliquent des policiers en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration ou pas d'accord? Eh bien, faites-le savoir sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Libertad, enfin et pour terminer, au 01 40 33 9000. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous et bon après-midi, soyez les bienvenus, bon courage. Oui, vous sortez peut-être de votre journée de travail et ça y est, vous vous apprêtez déjà à rentrer à la maison. Et en écoutant le Grand Forum, bien sûr, dans la voiture, pour ceux qui travaillent aussi, on les salue et on leur souhaite bon courage. Voilà. Soyez les bienvenus encore une fois jusqu'à 18h avec cette question du jour que l'on vous pose aujourd'hui, s'appuyant sur le témoignage de quelques policiers passant dans les différents médias, vous savez, suite à la colère des policiers qui d'ailleurs pour le coup ont été reçus par Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, leur patron en l'occurrence au ministère de l'Intérieur, suite à ce qui s'est passé lors du Nouvel An du côté de Champigny et puis le lendemain à Aulnay. Du coup, eh bien les policiers maintenant se lâchent un peu pour le coup, et en particulier ceux de Seine-Saint-Denis qui déclarent chez les jeunes délinquants il y a un sentiment d'impunité grandissant. C'est ce qu'expliquent en tout cas certains policiers de Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec cette position des policiers de Seine-Saint-Denis? Eh bien vous nous appelez pour le dire au 01 40 33 9000. Vous avez déjà commencé à voter depuis ce matin sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, c'est là que ça se passe pour vous. Tiens, à Marseille, dites-nous. Mitigé. Mitigé. Bon, je vous rassure, demain le soleil est de retour chez vous, hein. Ça y est, c'est bon. Ah ouais? Ouais. Alors. Et le week-end? Bah le week-end, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai regardé ça tout à l'heure. Je faisais la météo pour le matin, demain matin. Vous savez que je vous accompagne aussi de 6h à 9h le matin. Et demain, je vous annonce du soleil pour Marseille. Voilà. Ah bah ça va alors. Bah oui, absolument, bien cher Myriam. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous emmène? La meilleure solution pour tous, pas qu'il y ait de la violence, ni que ce soit du côté des voyous comme du côté de la police, que la police soit munie d'armes électriques. Ils l'ont déjà, mais plus sophistiquées, quoi. À genre de petites balles rebondissantes comme un ballon. Oui. Mais électrique, vous voyez, un projectile électrique. Ouais. Ça serait mieux. Ça paralyserait la personne. Ça permettrait de la maîtriser. Voilà. Le mieux encore, carrément, à mettre de l'anesthésie dans les armes. Comme on fait pour les animaux, pour les chasser. Vous
C'est une proposition, Myriam. Elle est pas inintéressante, en tout cas, parce que c'est vrai que on a eu, vous savez, quelques bavures policières, pour le coup, qu'on a cessé de répéter ici à la radio. On en a quand même mis en lumière pas mal. Et ça serait une manière, en tout cas, d'interpeller les individus, effectivement, et ne pas forcément de commettre de bavures, de les arrêter, de les appréhender, et après, évidemment, de laisser la justice faire son travail. Oui, c'est une bonne proposition, Myriam, j'aime bien. D'accord. Je vous remercie en tout cas, et je vous souhaite une excellente après-midi du côté de Marseille. Attendez. Oui, qu'est-ce qui se passe, Myriam? Il est en radio. France Maghreb 2.